Il est gaulois, petit mais rusé, porte la moustache longue et le casque ailé, symbole de la victoire. C'est évidemment Astérix, né en 59. La parole est à ses créateurs, René Goscinny, scénariste à gauche, et Albert Uderzo, dessinateur à droite. Alors avant tout, ce que nous aimerions savoir, ce que nos spectateurs et à la fois téléspectateurs aimeraient savoir, c'est comment est né Astérix et Obélix, comment sont-ils nés? Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française et originale qui plus est, et on est tombé sur nos ancêtres les Gaulois. Si Astérix incarne le français moyen, il n'en demeure pas moins curieux car la France des années 60 et 70 est aussi la France qui voyage, et c'est la commissaire de l'exposition Astérix à la BNF qui nous le dit. Albert Uderzo avait demandé à René Goscinny où il souhaitait situer le village, et René Goscinny lui a répondu n'importe où, pour peu que ce soit au bord de la mer, de façon à faire pouvoir voyager les héros. Dès la deuxième aventure, les héros quittent le village, donc les voyages sont effectivement un thème essentiel. Les auteurs vont prendre le rythme d'un album sur deux pour faire voyager leurs personnages. Un album sur deux donc, une règle à laquelle n'ont pas dérogé les deux nouveaux papas d'Astérix, Jean-Yves Ferry, scénariste à gauche, et Didier Conrad, dessinateur à droite. Pour le 32e album, ce sera Astérix chez les Pictes, comprenez chez les Écossais. Il ne faut pas oublier que Astérix doit jouer sur du velours, quoi. Ça joue sur les stéréotypes. Sur les stéréotypes. Ça. Donc il faut partir de stéréotypes qui soient vraiment connus. Et c'est vrai que plus il y a de stéréotypes connus, en fait, plus il y a de matière. Et côté cliché, chez nos voisins, il y a de quoi se mettre sous la dent. Appel de la montagne et fromage fondu en Helvétie, plat pays chez nos amis les Belges, et sauce à la menthe chez les Anglais, autrement dit chez les Bretons. Astérix débarque donc en Angleterre pour combattre les Romains. Il connaît vite le brouillard anglais, la pluie anglaise, la bière tiède anglaise, le sanglier bouilli, hélas, la cuisine anglaise, ce qui ne fait pas l'affaire d'Obélix. D'ailleurs, ça n'est pas un peu trop cliché tout ça? Il y a une distance parodique par rapport au stéréotype qui fait qu'on en rit et que le stéréotype perd de son essence même. Il découvre même en arrivant à Londinium, c'est-à-dire à Londres, un groupe de 4 bardes chevelus que vous avez sans doute reconnus, puis les omnibus, ou plutôt les chars à 2 étages. De toute façon, Astérix se moque aussi de nos régionalismes, mention spéciale à un fromage particulièrement corsé. Pas franchouillard pour un sou, ce Gaulois à croire qu'il serait presque européen de cœur. Il se trouve qu'effectivement Astérix prend son essor au moment de la construction européenne. Donc oui, il y a une union des peuples qui coïncide. Après, c'est avant tout la découverte de l'autre. Très souvent, par un effet comique, Astérix apporte le thé aux Anglais, il apporte la corrida en Hispanie. Donc il y a toujours ce petit clin d'œil et cet échange finalement de façon comique qui est mis en scène. Ben, il est arrivé après la guerre, à un moment où cette idée avait un sens. C'est-à-dire qu'il a commencé à envoyer Astérix chez les Goths, par exemple, très vite. Donc on était raccord avec les accords franco-allemands de l'époque, Adenauer, De Gaulle, tout ça. Je pense que pour Uderzo et Goscinny, c'était collé à leur époque, quoi. L'Europe était en construction. Aujourd'hui, on est dans une autre période, plus mondialisée. Je pense que si Astérix évolue, ça reflètera cet aspect-là aussi, quoi. Vous l'aurez compris, Astérix en Chine, c'est peut-être pour demain.